Bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Vous trouverez donc ici des éléments de correction concernant l'étude de cas sur faire face au risque en France. C'est parti. Alors, avant de commencer avec les éléments de correction, euh, un petit rappel, hein, les documents que vous aviez à votre disposition. Ici, le document numéro 5 qui représente une carte de France avec l'emplacement des sites dits Céveso seuil haut, c'est-à-dire particulièrement surveillés. Il existe aussi des sites Céveso seuil bas. Et vous avez également l'emplacement imprécis de Lubrizol comme vous l'aviez dans les documents avec le site et l'identification. Cette directive française, Céveso, existe depuis 1982 et elle a été appelée ainsi en référence à une catastrophe industrielle qui a eu lieu au nord de Milan, dans la petite ville de Seveso, qui a été très 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 fortement touchée par, par cet accident et dont le sol a dû être décontaminé sur plusieurs mètres de profondeur sur des superficies immenses avec donc, bien sûr des dégâts financiers, économiques, etc., mais aussi humains avec des morts, des maladies et des malformations des suites de cet accident. Autre document que vous aviez, pardon, c'était ceux faisant référence au séisme enregistré le 11 novembre 2019 sur la commune du Teil. Donc vous avez ici une localisation un petit peu plus précise de l'épicentre de ce séisme, ainsi que sa classification sur l'échelle de Richter, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et qui permet de 1 à 9 de classer les séismes en fonction de leur intensité, 9 bien sûr étant le plus élevé. Vous voyez ici qu'en fait, à 5,4, c'est relativement faible. Autre document que vous aviez à votre disposition, le document numéro 6, qui représente le zonage sismique de la France, de 1 très faible à 5 très fort, 5 qu'on ne retrouve que en Guadeloupe, en Martinique et dans les îles des Antilles, comme la Désirade, Marie-Galante, les Saintes et Saint-Martin. Ces cartes sont fournies par le site du Réseau national de surveillance sismique qui affiche en permanence les derniers événements sismiques qui ont lieu sur le territoire. Vous pouvez utiliser ce site pour avoir accès à l'historique d'événements précis sur des périodes de temps précises ou bien pour savoir au jour le jour ce qui s'est passé. Comme on peut le constater ici avec un exemple, une grande partie de ces secousses sismiques sont dues à l'action humaine. Là, sur ce que vous voyez à l'écran du 22 novembre 2019, les deux derniers qui apparaissent sont des tirs de carrière, donc probablement des explosifs qui ont été utilisés dans des carrières de pierre, ce qui a provoqué des secousses et qui ont été ainsi enregistrées. Donc, quels sont les types de risques mentionnés dans les documents? Eh bien, deux types de risques, hein. Il y en a plusieurs qui sont mentionnés en fait, mais deux finalement. Le risque technologique, qui regroupe donc tous les accidents mentionnés dans le document numéro 1, l'incendie, le risque technologique donc avec l'usine Lubrizol, et le deuxième c'est le risque naturel avec le séisme. Éventuellement avec le document numéro 2, il aurait pu se produire un risque combiné, c'est-à-dire quand un risque naturel déclenche un risque technologique, mais pas de risque combiné dans ce cas, donc seulement deux naturels et technologiques. Quelles sont les mesures de prévention qui ont été prises par les pouvoirs publics pour prévenir les différents risques? Eh bien, comme vous l'avez probablement vu dans les documents, il y a la création des normes Céveso, les inspections qui ont lieu bien sûr, et aussi la probabilité d'évaluation du risque. Il y a une dans la dernière phrase du document numéro 1, il y a l'indication que ce risque est estimé à au maximum une fois tous les 10 000 ans. Alors c'est au-dessus de zéro, mais tout de même il y a quand même eu un processus d'évaluation du risque. Il y a donc eu en plus aussi, hein, en sus des inspections, des informations. Et ces informations, on les trouve sous forme de cartes, elles sont tenues à disposition de la population afin qu'elle se renseigne
sur les risques qu'elle encourt dans les zones où elle se rend ou où elle réside. C'est valable non seulement pour les zones dites à risque, comme vous le voyez avec le zonage sismique et les sites classés Seveso, mais c'est aussi le cas pour toutes les zones de France. Là ici vous voyez le lycée de Maurepas, euh, et donc à Maurepas, hein, on voit bien que ici il y a des risques sur la commune, inondations, séismes et transport de marchandises dangereuses. Alors concernant le transport de marchandises dangereuses, c'est dû au fait qu'il passe juste à côté du lycée. Il y a des routes qui sont empruntées par des camions qui, potentiellement, peuvent transporter du gaz naturel ou des hydrocarbures comme du pétrole. Il y a également des canalisations qui passent à proximité de l'établissement dans lesquelles circule ce type de matière inflammable. C'est donc la raison pour laquelle il y a un plan prévu pour le lycée en cas d'accident technologique, puisque la localisation est exposée à des canalisations de matières dangereuses à moins de 500 mètres. Concernant le risque sismique, désolé de vous décevoir, mais il n'y en a pas, hein. Le risque sismique est très faible, c'est-à-dire 1 en ce qui concerne les 7 mares. En revanche, en ce qui concerne l'inondation, a priori, ce n'est pas dans un territoire à risque d'inondation. Ce n'est pas non plus dans un atlas des zones inondables. Mais le tableau en dessous nous indique qu'il y a déjà eu des événements dans les Yvelines en lien avec des inondations en 83, en 55, mais surtout en 1910, la grande crue du siècle qui a touché Paris. La raison pour laquelle la commune de Maurepas est soumise à un plan de prévention des risques naturels pour les inondations. Même si, comme vous le voyez, en ce qui nous concerne, il n'est pas vraiment très strict. Ces informations sont disponibles de façon publique. Elles sont récoltées, elles résultent d'une collecte de données et elles sont mises dans une base de données qui est en permanence actualisée pour tenir compte des expériences passées. Voici ici quelques images de la grande crue du siècle à Paris. Donc, vous pouvez le voir sur ces images, hein, le niveau de la Seine était vraiment très 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 élevé. Alors, puisqu'on a vu les mesures de prévention des risques, et surtout on a insisté sur l'information, nous allons maintenant évoquer les mesures de gestion des risques. Comment gérer la catastrophe une fois qu'elle s'est produite. Alors, avec l'exemple de la gestion du séisme dans la commune du Teil, déjà, tout d'abord, on peut évoquer l'hébergement d'urgence dans un gymnase et la restauration afin que les personnes puissent avoir à manger, puisqu'elles ont quitté leur maison. Alors, dans le cas de la commune du Teil, il n'y a pas trop de personnes à relocaliser, mais ça peut être beaucoup plus important et on peut avoir besoin de davantage d'espace, plus de gymnases, etc., plus d'organisation. Il y a également l'inspection et la vérification des structures encore debout afin de s'assurer qu'il n'y a aucun risque, qu'il n'y aura pas une deuxième secousse. Il y a également des instructions qui sont données, par exemple aux automobilistes pour ne pas emprunter telle ou telle route, ou aux habitants de rentrer chez eux. Ou, en l'occurrence, dans le cas du Teil, justement, il leur a été demandé de rester à l'extérieur. Voilà. Donc mobilisation des pouvoirs publics pour venir en aide à la population, instruction, information, mesures de prévention avec l'arrêt de la centrale, bien sûr. Il y a également la visite de représentants de l'État. Dans les documents à votre disposition, il était fait mention du président de la région. Ici, c'était le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu sur place afin de témoigner de son soutien aux habitants. Nous avons donc vu les mesures de prévention,
les mesures de gestion, nous allons maintenant nous intéresser à la question des acteurs. Qui est impliqué dans ce processus de gestion des risques? Alors, comme vous le voyez, ils sont nombreux. Les pouvoirs publics, acteurs privés, la population bien sûr. Les pouvoirs publics communiquent avec les acteurs privés afin d'obtenir des informations et les pouvoirs publics communiquent également avec la population. Idéalement, les pouvoirs publics et les acteurs privés peuvent communiquer entre eux. Quand les pouvoirs privés commencent à communiquer directement à la population, c'est qu'il y a un échec de la part des pouvoirs publics. Finalement, ce qui importe le plus, c'est la communication, le dialogue. Vraiment. La communication et la transparence sont extrêmement importantes et c'est d'ailleurs ce qui a pêché dans le cas de Lubrizol puisque vous voyez que la catastrophe s'est produite le jeudi 26 septembre et que le premier communiqué officiel du ministère est arrivé, enfin du préfet de la Seine-Maritime, excusez-moi, est arrivé le 1er octobre, donc 5 jours. C'est pour ça que j'insiste ici sur l'importance de la communication et du dialogue comme outil de sortie de crise, même si force est de reconnaître que dans le cas de cette usine, cette partie de la crise a fait l'objet de nombreuses critiques. Enfin, donc, je disais que les informations doivent être communiquées, doivent être transmises à la population. Dans le cas de Rouen, il y a eu un site internet créé exprès, gouvernement.fr/transparence Rouen, afin de mettre un terme aux rumeurs qui se propageaient. Il est extrêmement important de se renseigner auprès de sources officielles et d'éviter les rumeurs et les mouvements de panique. Cette volonté de transparence a été affichée de manière publique de la part du gouvernement. Il y a donc aussi des mesures de prévention. Ici, vous voyez des communes dans lesquelles la vente de produits agricoles a été interdite. Voilà, interdiction de la vente de produits agricoles. Fermeture d'établissements pour une durée de quelques jours, vendredi, samedi. Mesure de précaution au cas où, à ce moment-là, il n'y a pas d'information fiable. Il y a également une aide financière et des possibilités d'indemnisation en cas de perte. Un fonds de solidarité avait été créé à cet effet. Il y a également la reconnaissance ou pas de l'état de catastrophe naturelle et ou industrielle. Dans le cas de la reconnaissance de l'état de catastrophe industrielle ou naturelle, c'est principalement par rapport aux assurances. En fonction de l'état ou pas de catastrophe naturelle, le remboursement ou les indemnités versées par les assurances peuvent être très différents.